Un lauréat du prix Nobel a regardé les données du télescope spatial James Webb et a prononcé 4 mots. 4 mots qu'aucun cosmologiste n'a été en mesure de réfuter publiquement depuis qu'il les a prononcés. Ce n'est pas notre univers, pas une métaphore, pas une provocation philosophique, une déclaration sur les données, sur ce que le télescope a réellement trouvé quand il a regardé plus profondément dans l'espace que tout ce que les mains humaines ont jamais construit. La réponse du domaine ne fut pas une conférence de presse, pas une réfutation coordonnée. La réponse fut le même langage prudent qui commença à apparaître dans les articles. Inattendu, difficile à réconcilier, remettant en question notre compréhension actuelle. C'est la façon dont les physiciens disent « nous ne savons pas quoi faire de cela encore ». Ce silence spécifique est plus informatif que n'importe quel contre-argument ne l'aurait été. Il n'a pas dit que les données étaient en fausse. Il n'a pas dit que l'instrument avait échoué. Il a dit l'univers. La première chose qu'un scientifique prudent fait avec un résultat impossible est de chercher l'erreur. La calibration de Webb fut vérifiée contre de multiples standards indépendants. Les mesures de décalage vers le rouge furent vérifiées en utilisant à la fois des méthodes photométriques et spectroscopiques. La photométrie estime les couleurs et infère la distance à partir du motif de couleur. La confirmation spectroscopique mesure les lignes d'émission réelles dans la lumière de la galaxie. Directe, non ambiguë, difficile à falsifier. Les campagnes spectroscopiques de 2023 prirent les candidats photométriques les plus extrêmes et firent passer le test spectroscopique. Les résultats ne réduisirent pas l'échantillon. Ils le confirmèrent. Chaque porte qui aurait pu admettre une erreur systématique fut testée. Aucune n'était ouverte. L'histoire de l'astronomie est jonchée d'instruments qui ont trouvé quelque chose de révolutionnaire et se sont avérés avoir un problème de calibration. Le résultat des neutrinos plus rapides que la lumière en 2011, un câble de fibre optique mal connecté. Le signal d'onde gravitationnelle de Bicep 2, de la poussière au premier plan insuffisamment soustraite. La science a un mécanisme fonctionnel pour attraper ses propres erreurs. Il fonctionne. Il a attrapé celle-là. Il a regardé les résultats des galaxies précoces de Webb et n'a pas trouvé d'erreur à attraper. Les cosmologistes ont été inhabituellement silencieux depuis que ces mots ont été prononcés. Non pas parce qu'ils pensent qu'il a tort, mais parce qu'ils ne savent pas comment expliquer pourquoi il pourrait avoir raison et ce que cela nous coûterait s'il l'a. John Matter a passé 20 ans à mesurer le fond diffus cosmologique, la faible lueur thermique résiduelle de 380 000 ans après le commencement. Son instrument COBE a mesuré les variations de température à une partie sur 100 000 et les a trouvées exactement là où le modèle standard les prédisait. Le comité Nobel lui a décerné le prix en 2006, non pas pour avoir proposé une théorie, mais pour en avoir confirmé une avec une précision qui ne laissait aucune marge statistique au doute. Il était l'homme qui avait pesé les fondations et les avait certifiées. Alors que signifie le fait que cet homme précis soit celui qui a dit ces mots? Pensez à ce que cela signifie quand l'inspecteur en bâtiment qui a certifié les fondations est celui qui se tient dehors en disant que quelque chose ne va pas. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, cela compte énormément pour nous. Ce soir, nous allons suivre les données là où elles mènent, à travers la physique qui casse, à travers les mathématiques qui ne se referment pas, à travers les questions qui étaient censées être réglées et qui se sont avérées ne pas l'être. Le télescope fonctionne encore. Les données arrivent encore. Et l'image qu'elles construisent ne ressemble pas à l'univers dans lequel nous pensions vivre. En février 2023, l'équipe d'Ivo Labbé publia un article dans Nature. 6 galaxies. 6 galaxies que Webb avait photographiées dans la tranche la plus ancienne du temps cosmique, 500 à 700 millions d'années après le commencement. Chacune contenait une masse stellaire équivalente à des dizaines de milliards de soleils.
Des galaxies aussi massives aussitôt ne devraient pas exister. Pas approximativement, ne devraient pas exister du tout. L'équipe de Labbé estima que ces 6 objets ensemble contenaient plus de masse stellaire que l'univers observable entier était censé avoir produit à ce moment-là. Mike Boylan Colchin, à l'Université du Texas à Austin, lut l'article la même semaine. Il utilisa 2 mots, briseur d'univers. Son analyse montra que même une seule de ces galaxies, prise à sa valeur nominale, nécessite des efficacités de formation stellaire qui violent la manière dont la matière s'effondre physiquement sous la gravité. Vous ne pouvez pas former des étoiles plus vite que la gravité ne le permet. La gravité a une vitesse. Ces galaxies l'avaient apparemment ignorée. Les équipes cherchèrent l'erreur. Différents instruments confirmèrent les décalages vers le rouge. Le suivi spectroscopique à travers 2023 confirma les masses. Les galaxies étaient réelles. Elles étaient là où Webb disait qu'elles étaient. Elles pesaient ce que la photométrie disait. À ce moment, la question changea. Elle cessa d'être l'instrument est-il faux et devint que signifie le fait que l'univers contient des objets que sa propre histoire dit ne pas pouvoir exister. Imaginez un géologue qui examine un échantillon de ce qu'on lui dit être du sédiment récent. L'échantillon revient avec une complexité en couches qui prend 1 million d'années à se former. Il teste la carotte de 3 manières différentes. Même résultat à chaque fois. À un moment donné, il cesse de questionner l'instrument. Il commence à questionner la chronologie qu'on lui a donnée. C'est là où Webb a placé la cosmologie à la fin de 2023. Les carottes sont réelles. La chronologie ne correspond pas. Il y a un moment spécifique dans cette investigation où l'instinct scientifique standard, trouver l'erreur, ajuster le paramètre, raffiner le modèle, commence à échouer. Non pas parce que l'instinct est faux, mais parce que l'écart n'est pas du genre que l'ajustement de paramètres referme. Quand chaque ajustement disponible déplace le modèle plus près de l'observation, sans jamais l'atteindre, à un certain point, un modèle qui nécessite des ajustements de plus en plus extrêmes pour approcher un résultat n'explique plus le résultat. Il l'accommode. Pensez-y de cette façon. Vous devez remplir une piscine avec un tuyau d'arrosage. La piscine nécessite 1 million de litres. Vous avez 6 mois. Vous faites couler le tuyau à pleine pression chaque seconde de chaque jour. Vous êtes toujours court d'un facteur de 10. Remplacer le tuyau par une bouche d'incendie aide, mais la piscine ne se remplit toujours pas dans le temps imparti. L'histoire de l'astronomie est jonchée d'instruments qui ont trouvé quelque chose de révolutionnaire et se sont avérés avoir un problème de calibration. Le résultat des neutrinos plus rapides que la lumière en 2011 était un câble de fibre optique mal connecté. Le signal d'onde gravitationnelle de Bicep, 2 était de la poussière au premier plan insuffisamment soustraite. La science a un mécanisme fonctionnel pour attraper ses propres erreurs. Il fonctionne. Il a attrapé celle-là. Il a regardé les résultats des galaxies précoces de Webb et n'a pas trouvé d'erreur à attraper. Ce qu'il a trouvé à la place était la même réponse, retournée plus précisément avec chaque nouvelle observation. Les équipes cherchant l'erreur étaient motivées pour la trouver. Résoudre un problème de calibration aurait été bien plus confortable que ce que les données disaient. Elles ne pouvaient pas la trouver. Vous êtes un cartographe qui a passé 30 ans à faire des cartes d'un continent. Chaque vérification d'instrument passe. Chaque relevé indépendant confirme le littoral. Et puis un jour, vous comparez votre carte à une carte plus ancienne et découvrez que le continent est dans un endroit complètement différent de celui que vous supposiez. Non pas parce que vos instruments étaient faux, mais parce que le cadre de référence contre lequel vous les avez calibrés contenait une erreur qu'aucun de vos instruments ne pouvait voir. C'est la catégorie de problèmes que Webb a peut-être fait remonter à la surface. Non pas une erreur de mesure dans le cadre, mais une question sur le cadre lui-même. Le processus scientifique pour trouver les erreurs a fonctionné parfaitement. Il n'a trouvé aucune erreur. Ce n'est pas un résultat rassurant.
C'est le résultat qui signifie que vous n'avez plus affaire à de l'incertitude de mesure. Vous avez affaire à la réalité vous disant quelque chose que le modèle disait ne pas pouvoir être vrai. Les physiciens testèrent systématiquement chaque hypothèse de sauvetage. Première étape, pousser l'efficacité de formation stellaire à son maximum théorique. Dans les modèles standards, environ 10% du gaz disponible se convertit en étoile dans une période donnée. Certains chercheurs essayèrent d'avancer des modèles avec des efficacités approchant 100%. Les galaxies que Webb trouve ne devraient toujours pas exister aux masses qu'elles affichent. Deuxième étape, ajuster les modèles de halo de matière noire. Troisième étape, introduire une physique exotique précoce, des étoiles de population 3 des milliers de fois plus massives que toute étoile vivante aujourd'hui. Mieux, toujours insuffisant. Vous devez remplir une piscine avec un tuyau d'arrosage. La piscine nécessite 1 million de litres. Vous avez 6 mois. Vous faites couler le tuyau à pleine pression chaque seconde de chaque jour. Vous êtes toujours court d'un facteur de 10. Chaque gain d'efficacité disponible dans le modèle existant déplace les nombres dans la bonne direction. Aucun ne les déplace assez loin. Il y a un nombre. Il décrit à quelle vitesse l'espace s'étend. Pendant la plus grande partie de l'histoire cosmologique, le déterminer avec précision était considéré comme le défi pratique central du domaine. 2 méthodes différentes étaient raffinées simultanément. L'hypothèse était qu'à mesure que la précision s'améliorerait, les 2 méthodes convergeraient. L'opposé s'est produit. Le satellite Planck mesura le taux d'expansion à partir du fond diffus cosmologique et obtint 67,4 km par seconde par mégaparsec. Les mesures de l'échelle des distances utilisant les céphéides et les supernovae de type 1A obtinrent 73, 9% d'écart. Les 2 mesures internement cohérentes, les 2 indépendamment vérifiées, fonctionnant avec la même physique, mesurant le même univers, produisant des nombres qui ne peuvent pas être simultanément corrects. Après des décennies de raffinement de précision avec les meilleurs instruments jamais construits, un écart qui grandit plutôt que de rétrécir n'est pas un problème de mesure. L'attention de Hubble pointe vers quelque chose qui se passe dans la physique elle-même. Dans l'espace entre l'univers primitif et l'univers tardif, dans l'espace où notre modèle connecte les deux, quelque chose ne va pas. 10 ans d'efforts dédiés par les équipes d'observation les mieux équipées de l'histoire n'ont produit aucune résolution. En 2023, l'équipe qui avait passé des décennies à construire l'échelle des distances passa du télescope spatial Hubble à Webb pour la calibration des céphéides. Webb est plus net. La calibration devint plus propre. L'écart ne se ferma pas. Il resta à la même valeur qu'il tenait depuis 5 ans de mesures de plus en plus précises. L'instrument de détection spectroscopique de l'énergie sombre, DESI, cartographia 6 millions de galaxies sur 5 ans. Ce que DESI trouva et que le lambda dans lambda, c'est dm, la constante cosmologique, le nombre fixe que les équations d'Einstein assignent à la densité d'énergie du vide, ne se comporte pas comme une constante. Sa valeur effective change à travers le temps cosmique, à certaines époques plus fortes, à d'autres plus faibles. Nous écrivions le chapitre final de l'univers basé sur une constante qui n'était pas constante. La constante cosmologique contrôle le destin de tout. Pas dans un sens abstrait, dans le sens que chaque modèle sérieux de la fin de l'univers est construit sur des hypothèses sur ce que fait l'énergie sombre sur des échelles de temps de milliers de milliards d'années. Changez ce que fait l'énergie sombre et vous changez la fin. Changez-la assez et la fin que nous avions prédite devient méconnaissable. L'image standard supposait un lambda fixe et produisait une trajectoire spécifique. L'univers s'étend pour toujours à un rythme accélérant. Les galaxies dérivent les unes des autres jusqu'à ce qu'aucune lumière de l'une ne puisse atteindre l'autre. Les étoiles s'éteignent. Les trous noirs s'évaporent sur des échelles de temps incompréhensibles. Ce qui reste est à froid, sombre, thermodynamiquement épuisé.
la mort thermique. Mais si l'énergie sombre se renforce avec le temps, si la dérive que Deci a détectée va dans le sens de l'augmentation, la trajectoire change. Une énergie sombre suffisamment forte vainque chaque autre force en séquence. Elle déchire les amas de galaxies, puis les galaxies individuelles, puis les systèmes solaires, puis les planètes, puis les atomes. Le Big Rip. Si l'énergie sombre s'affaiblit et finalement s'inverse, l'expansion ralentit et se retourne. L'effondrement. Le Big Crunch. Si l'énergie sombre oscille, la trajectoire devient quelque chose que les modèles actuels ne peuvent pas prédire de manière fiable. 3 fins différentes correspondant à 3 comportements différents d'une seule variable. Les données de Deci ne sélectionnent pas clairement l'une d'entre elles. Ce qu'elles sélectionnent est l'instabilité. En 2019, Adam Riess, prix Nobel 2011 pour la découverte que l'expansion de l'univers accélère, dit quelque chose qui ne reçut presque aucune attention en dehors du domaine. La tension de Hubble avait dépassé 5 déviations standards. 5 sigma en physique des particules est le seuil pour déclarer une découverte. Riess n'annonçait pas une découverte. Il annonçait que le désaccord entre 2 mesures du même nombre était devenu trop grand pour être attribué au hasard. Il utilisa une phrase spécifique, quelque chose est fondamentalement faux. C'était avant le lancement de Webb, avant les 6 galaxies briseuses d'univers de la baie, avant que DESI ne mesure 6 millions de galaxies et ne trouve l'énergie sombre en train de dériver. Riess décrivait une fissure en 2019. En 2024, il y en avait 4. Différents instruments, différents phénomènes, différentes équipes, chacun pointant vers lambda CDM et le trouvant insuffisant à un endroit différent. Une fissure est une question. 4 fissures dans 4 murs différents du même bâtiment sont une réponse sur les fondations. Il y a une seconde anomalie cachée à l'intérieur de la première. La lumière des galaxies précoces de Webb n'est pas seulement ancienne, elle est chimiquement spécifique. Les lignes spectrales, les empreintes digitales d'éléments individuels encodés dans les longueurs d'onde qu'une galaxie absorbe et émet, vous disent ce que la galaxie contient. Et ce que Webb lit dans les spectres de ces structures précoces n'est pas ce que la première génération stellaire aurait dû produire. Le carbone, l'oxygène, le fer, ces éléments n'existent pas dans un univers jeune. Ils sont fabriqués à l'intérieur des étoiles, fusionnés à partir d'hydrogène et d'hélium sur des millions d'années de combustion nucléaire, puis dispersés dans le gaz environnant quand ces étoiles meurent. La complexité chimique que Webb détecte dans ces galaxies nécessite des ancêtres, des générations stellaires qui ont vécu des vies complètes avant que la galaxie que Webb observe n'ait eu le temps de se former. L'univers avait besoin de compléter de multiples cycles de naissance et de mort stellaire dans une fenêtre que la chronologie standard avait à peine la place pour un seul. Imaginez 2 arpenteurs engagés pour mesurer la même rivière. L'un mesure depuis la source en descendant, l'autre mesure depuis l'embouchure en remontant. Ils utilisent des équipements différents, des équipes différentes, des techniques différentes. Quand ils finissent, leur mesure de la longueur totale de la rivière devrait en s'accorder. Si elle ne s'accorde pas d'0,5%, vous recalibrez. Si elle ne s'accorde pas de 9% après que les 2 équipes ont revérifié leurs instruments 3 fois, vous arrêtez de questionner les instruments. Vous commencez à vous demander si les 2 arpenteurs mesurent la même rivière. C'est exactement là où la cosmologie s'est retrouvée. Le satellite Planck mesura le taux d'expansion à partir du fond diffus cosmologique et obtint 67,4. Les mesures de l'échelle des distances obtinrent 73, 9% d'écart. Les 2 mesures internement cohérentes, les 2 indépendamment vérifiées, fonctionnant avec la même physique, mesurant le même univers, produisant des nombres qui ne peuvent pas être simultanément corrects.
L'affectation que la communauté cosmologique se donna vers 2018 fut simple. Quelque chose ne va pas. Maintenant, trouvez-le. Chaque grande équipe prit sa chance pour fermer l'écart. Aucune ne le ferma. La calibration des céphéides fut reconstruite de zéro. L'écart survécut. Les données de Planck furent réanalysées avec des hypothèses différentes sur la physique de l'univers primitif. L'écart survécut. L'énergie sombre précoce fut testée. Elle aida. Elle ne ferma pas l'écart. En 2023, l'équipe qui avait passé des décennies à construire l'échelle des distances passa de Hubble à Webb pour la calibration. Webb est plus net. La calibration devint plus propre. L'écart ne se ferma pas. Pensez à un serrurier appelé pour ouvrir une porte bloquée. Il essaie chaque clé de son trousseau. Aucune ne fonctionne. Il lime de nouvelles clés à différentes tolérances. Aucune ne fonctionne. Il remplace le mécanisme de la serrure. Toujours rien. À un certain point, après les clés, après le mécanisme, après les charnières, un bon serrurier arrête de demander ce qui ne va pas avec les clés. Il demande si c'est la bonne porte. 10 ans de tentatives ratées de correction de la tension de Hubble sont les clés. La porte qu'elles étaient censées ouvrir est un univers avec une seule physique cohérente du début à la fin. Cette porte ne s'est pas ouverte. Un écart qui survit à chaque vérification systématique, qui devient plus net avec de meilleurs instruments, qui résiste à chaque correctif interne proposé, n'est plus un problème de mesure, c'est un problème de physique. Il y a quelque chose qui se passe dans la physique elle-même. Dans l'espace entre l'univers primitif et l'univers tardif. Dans l'espace où notre modèle connecte les deux. Et ce quelque chose, nous ne l'avons pas encore trouvé. L'instrument de détection spectroscopique de l'énergie sombre, DESI, cartographia 6 millions de galaxies sur 5 ans. Ce n'est pas un échantillon. C'est un recensement. DESI mesura la distribution tridimensionnelle des galaxies à travers l'histoire cosmique, cherchant les oscillations acoustiques baryoniques, l'empreinte fossilisée des ondes sonores qui se sont déplacées à travers l'univers primitif et ont laissé une échelle caractéristique dans l'amas de matière. Cette échelle fonctionne comme une règle standard. Mesurez-la à différentes distances, à différents moments de l'histoire cosmique, et vous pouvez reconstruire comment l'univers s'est étendu à chacun de ces moments. Un enregistrement, image par image, de l'histoire de l'expansion. Ce que DESI trouva quand il assembla cet enregistrement est que le lambda dans lambda CDM ne se comporte pas comme une constante. Sa valeur effective change à travers le temps cosmique. À certaines époques plus fortes, à d'autres plus faibles. Les données publiées en 2024 à travers de multiples articles montrent une préférence pour l'énergie sombre dynamique. Une énergie du vide qui évolue plutôt que de rester fixe à travers l'histoire cosmique. Pensez au navigateur d'un navire utilisant un compas qui donne des lectures cohérentes pendant des années, puis commence soudainement à dériver. Chaque calcul fait sur l'hypothèse d'un compas fixe est encore exact pour la période où le compas était stable. Mais chaque calcul fait pour projeter la position future du navire, ou pour reconstruire où il était avant l'installation du compas, est maintenant faux d'un montant proportionnel à l'importance de la dérive. Lambda, CDM et ce compas. 6 millions de galaxies de mesure sont le moment où le navigateur note la dérive. Chaque prédiction que lambda CDM a faite sur le futur de l'univers, chaque reconstruction qu'il a offerte du passé de l'univers, était construite sur un nombre qui n'était pas ce qu'il semblait être. Ce qui signifie que le chapitre final de l'univers n'est pas écrit. Il n'a même pas été esquissé avec précision. Nous projetions le destin de l'univers des milliers de milliards d'années en avant sur une variable qui s'avère ne pas être fixe, et les 3 fins possibles, la mort thermique, le Big Rip et le Big Crunch, ont toutes été calculées en supposant la même constante que DESI montre maintenant ne pas être constante. La constante cosmologique contrôle le destin de tout.
Changez ce qu'elle fait et vous changez la fin. Changez-la assez et la fin que nous avions prédite devient méconnaissable. Un ingénieur structurel qui calcule la durée de vie d'un pont en supposant que l'acier maintient une résistance à la traction fixe à toutes les températures. Maintenant, découvrez que la résistance à la traction de l'acier change lentement au fil du temps. Chaque calcul en aval de cette hypothèse est maintenant faux d'une marge qui se compose. Le pont n'est pas le pont que vous avez calculé. Les projections de la cosmologie sur le destin de l'univers sont les calculs. DESI vient de trouver que l'acier change. Voici ce que sont les fondations. Lambda, CDM. Lambda pour la constante cosmologique. Le terme dans les équations d'Einstein qui représente la densité d'énergie de l'espace vide. CDM pour matière noire froide. La masse invisible qui fournit l'échafaudage gravitationnel sur lequel la structure visible se forme. Ensemble, ils décrivent un univers qui est 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie sombre. Lambda, CDM, n'est pas une hypothèse. C'est le système d'exploitation de la cosmologie moderne. Le cadre à l'intérieur duquel chaque simulation, chaque prédiction, chaque déclaration sur le passé et le futur de l'univers est calculée. La ligne entre le modèle et la réalité s'est brouillée parce que le modèle continuait de fonctionner. Le spectre de puissance du fond diffus cosmologique, les statistiques d'amas de galaxies, les oscillations acoustiques baryoniques, l'abondance des éléments légers, tout confirmait le modèle. Mais maintenant, les galaxies précoces aux mauvaises masses, lambda, C, D, M, échouent. La complexité chimique à la mauvaise époque. Lambda, C, D, M, échoue. Le désaccord du taux d'expansion entre l'univers primitif et tardif. Lambda, C, D, M, échoue. L'énergie sombre qui dérive. Lambda, C, D, M, échoue. Chaque échec seul pourrait être un détail. Ensemble, ils sont un verdict sur le cadre qui les produit. Le mur de Hercule couronne, boréal, une structure filamenteuse d'environ 10 milliards d'années-lumière d'étendue, environ 10 fois l'échelle au-dessus de laquelle l'homogénéité est requise. Simplement trop grande pour exister dans un univers qui obéit au principe cosmologique. Soit le principe cosmologique est faux, auquel cas lambda CDM est construit sur de fausses fondations, soit une explication existe et cette explication nécessite une physique absente de chaque modèle sur la table. La théorie quantique des champs prédit que le vide devrait avoir une densité d'énergie. La valeur prédite est entre 40 et 120 d'ordre de grandeur plus grande que la valeur observée. La plus grande divergence entre prédiction théorique et mesure observationnelle de l'histoire de la physique. Les physiciens l'appellent la catastrophe du vide. Le nom est exact. La solution n'existe pas. Lambda fonctionne dans chaque observation que nous faisons. La théorie prédisant sa valeur se trompe d'un facteur qui éclipse chaque autre prédiction ratée de la science combinée. Lambda n'est pas une explication de ce qui pousse l'expansion de l'univers. C'est un substitut très réussi pour quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. L'énergie sombre a un nom. Elle n'a pas d'explication. La constante cosmologique, apparue dans les équations de champ d'Einstein en 1917, ajoutée à la main pour empêcher un univers statique de s'effondrer sous sa propre gravité. Quand Hubble démontra que l'univers était en expansion, Einstein la retira. Quand les observations de supernova en 1998 montrèrent que l'expansion accélérait, elle fut réintroduite. Réinterprétée comme la densité d'énergie du vide quantique, l'énergie irréductible que l'espace vide porte. Lambda revint. L'explication ne suivit pas. Imaginez un chimiste qui calcule combien de chaleur une réaction devrait produire. Elle fait l'expérience. La chaleur réellement libérée est 100 milliards de milliards de fois plus petite que son calcul. Pas une erreur d'arrondi,
pas une variable manquante, une divergence si vaste que si elle l'a publiée, la revue supposerait qu'un point décimal a été mal placé quelque part dans les 900 pages précédentes. La réaction fonctionne. Le produit est correct. Tout ce qui est observable va bien. Et le calcul se trompe d'un nombre qui n'a pas de nom dans le langage ordinaire. C'est la catastrophe du vide. C'est un substitut très réussi pour quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. 26 nombres définissent comment la réalité fonctionne à son niveau le plus fondamental. Changez n'importe lequel d'entre eux et l'univers perd la capacité de produire la complexité. Réduisez la force nucléaire forte de 2% dans l'une ou l'autre direction. Les protons ne peuvent pas se lier en noyaux. La chimie s'arrête à l'hydrogène. Augmentez la constante cosmologique d'un facteur de quelques centaines. L'univers s'étend si vite que la matière ne s'effondre jamais gravitationnellement en structure. Décalez le rapport de la force électromagnétique à la gravité d'une partie sur 10 puissance 40. Les étoiles brûlent leur carburant en des millions d'années plutôt qu'en des milliards. Changez la masse de l'électron de quelques pourcents et la chimie de l'ADN devient impossible. Imaginez un cadenas à combinaison avec 26 molettes. Chaque molette va de 0 à 1000 milliards. Le cadenas ne s'ouvre que quand les 26 sont réglés à des valeurs spécifiques. La probabilité de tomber sur la bonne combinaison au hasard est un nombre si petit qu'il n'a pas d'analogie utile dans l'expérience humaine. Mais les molettes ne sont pas réglées par quelqu'un qui les tourne. Elles semblent être venues pré-réglées depuis le commencement aux valeurs requises. 3 explications existent. La première est le principe anthropique. Nous observons cet univers parce que c'est le genre d'univers qui produit des observateurs, logiquement étanches. Aussi complètement vide comme explication. La deuxième nécessite que vous acceptiez que notre univers est un parmi un nombre énorme, possiblement infini, d'univers, chacun avec des constantes différentes tirées du même processus inflationnaire qui a produit le nôtre. Dans un ensemble assez grand, chaque combinaison est essayée. Nous vivons dans celle qui a fonctionné. La troisième est que les constantes ne sont pas fondamentales. Une théorie plus profonde montrera que leurs valeurs sont des nécessités mathématiques, pas des paramètres libres. L'option la plus conservatrice, celle avec le moins de preuves pointant vers elle. Chaque option prend quelque chose de vous. En 1953, Fred Hoyle marcha dans un laboratoire à Caltech et fit une prédiction qui n'avait aucun droit d'être correcte. Le carbone est le goulot d'étranglement. Sans lui, la chaîne de réaction nucléaire produisant l'oxygène, l'azote, le fer et tout le reste du tableau périodique ne peut pas procéder. Pour que le carbone se forme dans les intérieurs stellaires, 3 noyaux d'hélium doivent entrer en collision et fusionner en une séquence en 2 étapes. La probabilité de cela se produisant sous des conditions stellaires normales est presque impossiblement basse, trop basse pour expliquer l'abondance du carbone dans l'univers. Et pourtant, le carbone est partout. Hoyle regarda ce fait et travailla en arrière. Le carbone existe en abondance. Donc, le taux de réaction le produisant doit être bien plus élevé que la probabilité brute ne le suggère. Donc il doit y avoir un état de résonance nucléaire dans le noyau de carbone 12 qui améliore dramatiquement le taux de réaction en correspondant à l'énergie des noyaux d'hélium entrants. Il dit aux expérimentalistes de Caltech à quelle énergie chercher. Ils cherchèrent. Elle était là, presque exactement à la valeur prédite, une valeur dérivée d'aucun calcul, d'aucune mesure antérieure, dérivée uniquement de la prémisse que nous sommes ici. Si l'existence peut prédire la physique, quelles autres caractéristiques de l'univers sont contraintes par l'exigence que nous soyons ici pour les observer? Et ce que la structure de ce problème nous dit est que l'univers examiné avec assez de précision produit une question que les outils actuels de la physique ne peuvent pas répondre sans sortir du cadre que ces outils ont été construits pour opérer. L'inflation était la solution. Mais l'inflation vient avec un prix. La douceur du ciel
fut acheté avec un mécanisme qui produit comme effet secondaire un nombre infini d'univers que nous ne pouvons pas voir. Imaginez un entrepreneur engagé pour réparer un tuyau qui fuit dans le mur. Pour atteindre le tuyau, il ouvre le mur. À l'intérieur du mur, il trouve un second système de plomberie, entièrement séparé, fonctionnant en parallèle avec celui qu'il était envoyé réparer. Vous n'avez pas demandé la découverte. Elle est venue avec la réparation, l'inflation et le tuyau, le multivers éternel et le second système de plomberie derrière le mur. Nous ne sommes pas allés le chercher. Nous avons ouvert le mur pour résoudre un problème spécifique et il était déjà là. La théorie des cordes était censée tout unifier. Un cadre mathématique réconciliant la mécanique quantique et la relativité générale. Les deux théories les plus réussies de la physique, chacune impeccablement testée dans son propre domaine, chacune mathématiquement inconsistante avec l'autre. Le seul problème était que la théorie nécessitait des dimensions supplémentaires. 6 ou 7 dimensions spatiales au-delà des 3 que nous expérimentons, enroulées à des échelles bien en dessous de tout ce que nous pouvons sonder. La géométrie de ces dimensions supplémentaires détermine les constantes physiques de l'univers résultant. Différentes géométries, différentes constantes. Le nombre de géométries possibles s'avéra être environ 10 puissance 500. C'est un nombre spécifique, pas un substitut pour quelque chose de grand. C'est le résultat du comptage des configurations géométriques distinctes, cohérentes avec les mathématiques de la théorie des cordes. 10 puissance, 500 ensembles possibles de lois physiques, possibles valeurs pour chacune des 26 constantes, possible masse de particules, possible force d'interaction. Leonard Susskind appela cela le paysage. Notre univers occupe un point dans ce paysage, la théorie ne prédit pas lequel. Un architecte est commissionné pour concevoir un bâtiment. Il livre des plans pour 10 puissance 500 bâtiments, chacun structurellement valide, chacun conforme au code, chacun un design cohérent. Aucun n'est étiqueté comme celui que vous avez demandé. La théorie ne vous dit pas quel bâtiment est le vôtre. Elle vous dit que le vôtre est une option valide parmi un ensemble effectivement infini. Si des univers bulles sont réels, ils entrent en collision. Quand deux bulles en expansion à travers un fond en inflation se croisent, la collision dépose de l'énergie sur leurs frontières communes. Ce qu'elle fait est de laisser une marque, un trait circulaire dans le fond diffus cosmologique avec un profil de température spécifique qui diffère du fond environnant. C'est une prédiction testable. Il y a un trait dans le fond diffus cosmologique, appelé le point froid, situé dans la direction de la constellation d'Éridan. C'est une région significativement plus froide que le fond moyen. Assez large, assez froide et suffisamment anomalique statistiquement pour que les modèles inflationnaires standards ne la produisent par hasard que dans environ 2% des réalisations. 2% n'est pas impossible, mais 2% assis dans une liste d'anomalies qui tombent chacune individuellement au bord de la tente commence à accumuler du poids. Plusieurs groupes de recherche ont noté que son profil de température est cohérent avec la signature attendue d'une collision de bulles. Un univers voisin qui a intersecté le nôtre dans la première fraction de l'histoire cosmique. Le point froid a d'autres explications. Un supervide au premier plan. Une fluctuation statistique. Le débat n'est pas réglé. Ce qui est réglé est que le trait existe, qu'il est anomalique, et que l'une de ces explications physiques valides est que nous regardons une cicatrice laissée par le contact avec un autre univers. Vous trouvez une bosse sur le côté de votre voiture, garée dans un parking toute la nuit. L'une des explications valides est qu'un véhicule l'a heurté. Un véhicule que vous n'avez jamais vu, qui n'a laissé aucune note, qui est maintenant quelque part d'entièrement autre. Vous ne pouvez pas prouver cette explication par rapport aux autres. Mais vous ne pouvez pas non plus l'exclure, et la bosse est réelle. Le modèle standard de la cosmologie est construit sur un défaut. Un prérequis mathématique enchâssé dans les équations de champ d'Einstein avant qu'une seule observation ne soit faite.
Ce prérequis est l'homogénéité. L'univers est le même partout aux grandes échelles. Retirer ce prérequis et les équations qui produisent lambda, CDM ne s'appliquent pas. Le principe cosmologique n'est pas une prédiction que le modèle fait. C'est le sol sur lequel le modèle repose. Un architecte conçoit un gratte-ciel en supposant que le sol est plat. Tous les calculs de charge, la profondeur des fondations, la distribution du stress, est calculé sur la prémisse que le sol est plat. Maintenant, trouvez une pente assez raide pour que la fondation d'un côté soit 10 mètres plus basse que l'autre. Vous ne modifiez pas le gratte-ciel. Vous reconsidérez si le design est applicable à ce site du tout. Le mur de Hercule couronne boréale est la pente. Lambda, C, D, M est le gratte-ciel. C'est une structure filamenteuse d'environ 10 milliards d'années-lumière d'étendue, environ 10 fois l'échelle au-dessus de laquelle l'homogénéité est leur requise, simplement trop grande pour exister dans un univers qui obéit aux principes cosmologiques. L'univers observable est une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Tout ce que nous avons jamais mesuré, chaque galaxie, chaque photon du fond diffus, chaque oscillation acoustique baryonique utilisée pour calculer les taux d'expansion, est à l'intérieur de cette sphère. Tout en dehors se déplace plus vite que la lumière ne peut revenir. Non pas parce que l'information n'existe pas, mais parce qu'elle ne nous atteindra jamais. La frontière est physique et tout ce que nous appelons cosmologie a été construit à partir de données collectées à l'intérieur de cette frontière. Le problème est que nous n'avons pas construit nos modèles comme s'ils étaient locaux. Nous les avons construits comme s'ils décrivaient tout. Nous avons pris des mesures de l'intérieur de notre sphère, extrait ce qui ressemblait à des lois universelles et appliqué ces lois à des régions que nous ne pouvons pas observer. L'inflation rend cela plus net. L'inflation éternelle implique que notre sphère est une poche dans une structure auto-reproductrice sans bord global et sans physique globale. Les 26 constantes sont ce que notre poche a tiré quand l'inflation s'est terminée ici. D'autres poches ont tiré d'autres valeurs. Les lois que nous avons mesurées sont les lois de cette adresse. Que signifie faire de la physique en sachant que la taille de l'échantillon est 1 ? Regardez le fond diffus cosmologique et il apparaît lisse. Des variations de température d'une partie sur 100 000 distribuées à travers le ciel dans un motif qui ressemble au premier abord à du bruit aléatoire. Cette douceur est le socle de la cosmologie. C'est ce qui permet aux cosmologistes d'écrire des équations qui décrivent le tout comme un seul système. La douceur est aussi impossible. Les régions du ciel de côté opposé de l'univers observable n'ont jamais été en contact causal. Elles ne peuvent pas avoir convenu d'une température. Elles n'ont aucun mécanisme pour s'accorder, et pourtant, elles s'accordent à une partie sur 100 000. L'inflation fournit l'origine commune. Mais l'inflation vient avec un prix. La douceur du ciel fut achetée avec un mécanisme qui produit comme effet secondaire un nombre infini d'univers que nous ne pouvons pas voir. La caractéristique de l'univers que nous avions le plus urgemment besoin d'expliquer nécessitait une solution qui génère des conséquences non observables infinies. Et l'explication de cette uniformité est la chose qui casse l'hypothèse la plus basique de la cosmologie. L'inflation n'a pas été proposée pour expliquer l'ajustement fin. Elle a été proposée pour résoudre 2 problèmes techniques spécifiques. L'univers est presque parfaitement uniforme aux plus grandes échelles. Et la géométrie de l'univers est spatialement plate à une précision extraordinaire. Alan Guth publia la solution inflationnaire en 1981. Cela fonctionna. Personne ne demanda initialement ce que fait l'inflation si elle ne s'arrête pas partout à la fois. André Linde posa la question en 1983. Il montra que dans la plupart des versions de la théorie inflationnaire, l'inflation ne s'arrête pas globalement. Elle s'arrête localement en poche tout en continuant ailleurs. Chaque poche
génère plus de régions en inflation. Le processus n'a pas de fin globale. Il est auto-reproducteur et éternel, produisant un nombre infini de régions post-inflationnaires, chacune un univers séparé avec ses propres constantes. Nous n'avons pas choisi le multivers. Nous avons choisi l'inflation. Le multivers est venu comme conséquence mathématique du mécanisme que nous avons accepté pour expliquer la douceur du ciel. La théorie des cordes était censée tout unifier. Un cadre mathématique réconciliant la mécanique quantique et la relativité générale. Le nombre de géométries possibles pour les dimensions supplémentaires s'est avéré être environ 10 puissance 500. 10 puissance 500 ensembles possibles de lois physiques. Leonard Susskind appela cela le paysage. Notre univers occupe un point dans ce paysage. La théorie ne prédit pas lequel. Si des univers bulles sont réels, ils entrent en collision. Il y a un trait dans le fond diffus cosmologique appelé le point froid, situé dans la direction de la constellation d'Éridan. Suffisamment grand, suffisamment froid et suffisamment statistiquement anomalique pour que les modèles inflationnaires standards ne le produisent par hasard que dans environ 2% des réalisations. Plusieurs groupes de recherche ont noté que son profil de température est cohérent avec la signature attendue d'une collision de bulles. Un univers voisin qui a intersecté le nôtre dans la première fraction de l'histoire cosmique, déposant son énergie de frontière sur notre ciel. L'univers observable est une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Tout ce que nous avons jamais mesuré est à l'intérieur de cette sphère. Le problème est que nous n'avons pas construit nos modèles comme s'ils étaient locaux. Nous les avons construits comme s'ils décrivaient tout. Nous avons pris des mesures de l'intérieur de notre sphère, extrait ce qui ressemblait à des lois universelles et appliqué ces lois à des régions que nous ne pouvons pas observer et n'observerons jamais. L'inflation rend cela plus net. L'inflation éternelle implique que notre sphère est une poche dans une structure autoreproductrice, sans bord global et sans physique globale. Les 26 constantes sont ce que notre poche a tiré quand l'inflation s'est terminée ici. D'autres poches ont tiré d'autres valeurs. Les lois que nous avons mesurées sont les lois de cette adresse. En 1997, Juan Maldacena montra qu'une théorie spécifique de la gravité dans un espace-temps courbe est exactement équivalente à une théorie quantique des champs vivants sur la frontière de cet espace-temps. Pas analogue, mathématiquement identique. Ce que la correspondance ADS/CFT dit, prise au sérieux, est que la gravité n'est pas fondamentale. L'espace-temps n'est pas une scène sur laquelle la physique se déroule. Il émerge de la physique qui se déroule. L'espace n'est pas un conteneur. C'est une conséquence. Mark Van Ramsdonck publia en 2010 un résultat montrant que la connectivité de l'espace-temps est une conséquence de l'intrication quantique. Retirez l'intrication et l'espace cesse d'exister. L'espace dans lequel vous êtes assis en ce moment n'est pas fondamental. Retirez les corrélations quantiques et il disparaît entièrement. Stephen Hawking passa 30 ans à avoir tort sur l'information. En 1974, il montra que les trous noirs émettent un rayonnement thermique. Si tout ce qui tombe dans un trou noir finit par en ressortir sous forme de rayonnement thermique, l'information est détruite. En 2004, Hawking concéda. L'information fuit, encodée dans des corrélations subtiles du rayonnement de Hawking, en principe récupérable, en pratique incompréhensible, mais pas détruite. L'univers ne détruit pas l'information. Le passé est, dans un sens technique précis, permanent. L'univers est un système avec une mémoire parfaite. Nous ne savons simplement pas comment lui demander de nous raconter. En 1953, Fred Hoyle prédit un niveau d'énergie spécifique dans le noyau de carbone 12. Il ne le calcula pas à partir de la mécanique quantique. Il l'inféra du fait que nous existons,
Le carbone est partout. Donc la réaction qui le produit doit être beaucoup plus rapide que les probabilités brutes ne le suggèrent. Donc il doit y avoir une résonance nucléaire qui améliore dramatiquement le taux de réaction. Il dit aux expérimentalistes de Caltech à quelle énergie chercher. Ils cherchèrent. Elle était là. Pas approximativement, presque exactement à la valeur prédite. Une valeur dérivée d'aucun calcul, d'aucune mesure antérieure, d'aucune théorie physique, dérivée uniquement de la prémisse que nous sommes ici. Et donc, l'univers doit permettre la chimie qui nous a produits. Si l'existence peut prédire la physique, quelles autres caractéristiques de l'univers sont contraintes par l'exigence que nous soyons ici pour les observer? La physique a un patron. Quand une petite anomalie survit à chaque explication que le cadre existant peut offrir, la résolution finit par coûter le cadre lui-même. Pendant 50 ans, l'orbite de Mercure était fausse. 43 secondes d'arc par siècle de précession résiduelle. Chaque explication dans le cadre newtonien produisait au moins un problème supplémentaire. Le nombre restait là, sans foyer théorique. En 1915, Einstein compléta la relativité générale. Un de ses premiers calculs fut la précession du périhélie de Mercure. Le résultat fut 43 secondes d'arc par siècle. Exactement. Sans paramètres libres, le coût d'expliquer 43 secondes d'arc fut la mécanique newtonienne. La tension de Hubble est de 9%. 2 ordres de grandeur plus grandes. Le problème des galaxies précoces, le résultat de DESI et les violations de structures à grande échelle sont tous théoriquement sans foyer en ce moment, dans la position qu'occupait la précession de Mercure en 1870. Le parallèle avec Mercure est clarifiant plutôt que réconfortant. Il fallut 50 ans pour fermer un écart de 43 secondes d'arc. Les écarts actuels sont plus grands. 3 directions existent pour la cosmologie post-lambda CDM. Aucune n'a gagné. La première modifie la gravité. Mondé et ses descendants relativistes tentent de reproduire les succès de lambda CDM sans matière noire. Ils produisent certains succès. Ils peinent avec l'amas du boulet, 2 amas de galaxies qui sont entrés en collision et se sont traversés avec leur gaz chaud ralenti par la traînée électromagnétique, tandis que la distribution de masse a continué en avant. Le décalage est précisément ce que la matière noire prédit et précisément ce que la gravité modifiée ne peut pas reproduire proprement. La deuxième garde le cadre et ajoute des ingrédients. L'énergie sombre précoce décale la valeur dérivée du fond diffus vers le haut. Les modèles l'incorporant ferment une partie de l'écart. Ils introduisent de nouvelles tensions ailleurs. La troisième remplace le substrat. La cosmologie quantique à boucle remplace la singularité du Big Bang par un rebond quantique. La théorie des ensembles causaux remplace l'espace-temps continu par une structure discrète à l'échelle de Planck. Pas des ajustements au modèle standard, des remplacements pour la variété espace-temps sur laquelle le modèle standard est écrit. Chaque direction semble prometteuse jusqu'à ce qu'elle rencontre le jeu de données complet, ce qui signifie que ce qui vient ensuite n'est probablement pas une extension de l'une de ces 3 directions. La résolution vient de l'extérieur des cadres entièrement. Webb continuera d'observer jusqu'en 2041 au moins. Le lancement était assez précis pour préserver plus de carburant que nécessaire et chaque année d'opération supplémentaire étend le retour scientifique sur l'investissement de 10 milliards. Chaque résultat individuel a des explications alternatives. La séquence, non. Les galaxies précoces aux mauvaises masses et chimie. La tension de Hubble. 2 mesures CET vérifiées qui ne peuvent pas coexister sous une seule physique. L'énergie sombre de Deci qui dérive. Le grand mur. Une structure trop large pour exister dans un univers qui obéit à son propre principe d'homogénéité. Ils viennent de différents instruments, de différentes équipes, de différentes mathématiques.
Ce qu'ils partagent et vers quoi ils pointent, les hypothèses fondamentales du modèle standard. Pas ses bords, ses éléments porteurs. En 1997, Juan Maldacena montra quelque chose qui changea la physique théorique de manière permanente. Une théorie spécifique de la gravité dans un espace-temps courbe est exactement équivalente à une théorie quantique des champs vivants sur la frontière de cet espace-temps. Pas analogue, mathématiquement identique. La correspondance est appelée ADS/CFT, vérifiée à travers des milliers d'articles sur presque 30 ans. Ce que ADS/CFT dit, prise au sérieux, est que la gravité n'est pas fondamentale. La géométrie de l'espace-temps, la courbure qui maintient les galaxies ensemble, courbe la lumière, définit la distance, n'est pas une scène sur laquelle la physique se déroule. Elle émerge de la physique qui se déroule. L'espace n'est pas un conteneur, c'est une conséquence. Comparez cela à la température, réelle, mesurable, causalement effective, mais pas fondamentale. Elle émerge du comportement collectif des particules. ADS/CFT suggère que l'espace est comme la température, émergeant de l'intrication quantique entre des degrés de liberté qui ne vivent pas eux-mêmes dans l'espace. Jacob Bekenstein proposa en 1972 que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, pas à son volume. L'information est écrite sur la frontière, pas stockée à l'intérieur. Stephen Hawking confirma cela et établit la formule. Mark van Ramsdonck publia en 2010 un résultat montrant que la connectivité de l'espace-temps est une conséquence de l'intrication quantique. Prenez deux systèmes quantiques maximalement intriqués. Dans le cadre ADS/CFT, cela correspond à un espace-temps connecté, un pont géométrique entre deux régions. Réduisez l'intrication. Le pont géométrique s'allonge, s'amincit. Réduisez l'intrication à zéro et le pont se ferme. Les deux régions ne sont plus géométriquement connectées. L'espace entre elles n'est pas vide. Il n'y a pas d'espace entre elles. Retirer l'intrication n'a pas les éloigner. Cela a détruit la connexion qui faisait d'éloigner un concept significatif. L'univers ne détruit pas l'information. Hawking passa 30 ans à avoir tort sur ce point. En 1974, il montra que les trous noirs émettent un rayonnement thermique. Si tout ce qui tombe dans un trou noir finit par en ressortir sous forme de rayonnement thermique, l'information est détruite. En 2004, Hawking concéda. L'information fuit, encodée dans des corrélations subtiles dans le rayonnement de Hawking. En principe, récupérable. En pratique, incompréhensible. Mais pas détruite. Le passé est, dans un sens technique précis, permanent. L'univers est un système avec une mémoire parfaite. Nous ne savons simplement pas comment lui demander de nous raconter. En 2023, une équipe à Johns Hopkins publia sa conclusion. Cela ne peut pas être fait dans le cadre existant. Pas difficile, pas nécessitant plus de données, ne peut pas être fait. Ce papier se range à côté des briseurs d'univers de Labbé, de l'avertissement à 5 sigma de Riess et de la constante qui dérive de DESI. 4 groupes indépendants, 4 conclusions indépendantes, tous pointant au même endroit. La physique que nous connaissons décrit une région, pas l'univers. La région accessible depuis notre emplacement, gouvernée par les constantes que notre bulle a tirées dans le processus inflationnaire. Dans cette région, la physique est exacte. Les équations fonctionnent. Ce qu'elles ne sont pas, c'est universel. Tout en dehors de la frontière où notre lumière peut atteindre se déplace plus vite que la lumière ne peut en revenir. Les lois que nous avons mesurées ici peuvent ne pas tenir là-bas. Un cartographe passe 40 ans à cartographier un continent. Les cartes sont extraordinaires, précises, vérifiées, correctes sur chaque route et rivière. Puis quelqu'un lui montre une image satellite.
Le continent est une masse terrestre parmi 7. Tout sur ces cartes est exact. Rien de cela ne décrit l'océan. Les cartes n'étaient pas fausses. Elles étaient locales. Lambda CDM est la carte du continent. Webb est la première image satellite. Ce n'est pas notre univers, ne signifie pas que l'univers est faux ou étranger. Cela signifie que l'univers que nous avons décrit était une description locale que nous avons étendue globalement sans mandat. Chaque fois que vous zoomez en arrière sur une carte, votre maison devient plus petite. Non pas parce que la maison a changé, mais parce que vous pouvez maintenant voir dans quoi elle se trouve. Vous vivez le 4e zoom. Et à ce grossissement, l'univers lui-même est la maison. Dans quoi elle se trouve est la question que le zoom a ouverte. L'équation de Drake et le paradoxe de Fermi trouvent un nouveau contexte dans les données de Webb. Chaque facteur que Webb peut toucher a déplacé l'équation vers un n plus grand. Chaque facteur que Webb ne peut pas toucher, si la vie surgit, si l'intelligence survit assez longtemps pour transmettre, porte tout le poids explicatif pour expliquer pourquoi n est apparemment 0. Robin Hanson publia en 1998 son article sur le grand filtre. Le filtre est ce qui est responsable du silence. Si le filtre est derrière nous, l'étape difficile est quelque chose dans notre passé. Si le filtre est devant nous, l'étape difficile est quelque chose que nous n'avons pas encore tenté. Plus l'univers paraît habitable, plus notre position devient dangereuse. Le silence est le plus fort pour les civilisations les plus proches de ce qui le cause. Fermi posa sa question comme un puzzle sur le passé. Webb est en train de la transformer en un avertissement sur le futur. Webb continuera d'observer jusqu'en 2041 au moins. Il détecta de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre dans l'atmosphère d'une exoplanète. Il imagea l'étoile individuelle la plus lointaine jamais observée. Chacun de ces résultats était un test. Chacun revint avec quelque chose que le modèle ne prédisait pas. Vous vivez au milieu de tout cela. Le télescope fonctionne. Les anomalies s'accumulent en temps réel. Que signifie vivre dans la période entre le moment où l'ancienne réponse est reconnue comme insuffisante et le moment où la nouvelle réponse est arrivée? En 1543, Copernic publia un livre argumentant que la Terre tourne autour du Soleil. Ce qui suivit, la mécanique newtonienne. En 1924, Hubble montra que la Voie lactée est une galaxie parmi environ 2000 milliards. Ce qui suivit, l'univers en expansion, le Big Bang, toute l'architecture de la cosmologie moderne. L'étape 4 se produit maintenant. Nos lois ne sont pas universelles, elles sont locales. Chaque fois que vous zoomez en arrière sur une carte, votre maison devient plus petite. Non pas parce que la maison a changé, mais parce que vous pouvez maintenant voir dans quoi elle se trouve. Vous vivez le 4e zoom. Et à ce grossissement, l'univers lui-même est la maison. Dans quoi elle se trouve est la question que le zoom a ouverte. Partez de ce que Webb nous a montré et suivez le fil sans vous arrêter. Webb a trouvé des galaxies que la chronologie standard ne peut pas expliquer. Cette chronologie fonctionne avec lambda CDM. Lambda CDM dépend d'une constante cosmologique que les 6 millions de galaxies de DESI montrent ne pas être constante. Une constante qui dérive signifie que l'énergie du vide est dynamique. La théorie quantique des champs prédit que l'énergie du vide devrait être 120 ordres de grandeur plus grande que ce que nous mesurons. Les 26 constantes sont ajustées avec une précision que le hasard ne peut pas produire dans un seul univers. Les expliquer nécessite soit un ensemble infini d'univers qui découle de la théorie inflationnaire que nous avons acceptée pour expliquer le fond diffus cosmologique lisse, soit une théorie plus profonde que personne n'a trouvée. Si l'ensemble est réel, nos constantes sont locales. Des constantes locales signifient des lois locales.
Des lois locales sont cohérentes avec le principe holographique qui est cohérent avec ADS/CFT. La gravité émerge de la physique quantique sur une frontière. La gravité émergente est cohérente avec Van Ramsdonck. La connectivité de l'espace-temps est une conséquence de l'intrication quantique. Retirer l'intrication. L'espace cesse d'exister. Chaque lien tient. La chaîne se termine à une frontière. La limite de ce que la physique peut actuellement dire. Ce n'est pas notre univers ne signifie pas que l'univers est faux ou étranger. Cela signifie que l'univers que nous avons décrit était une description locale que nous avons étendue globalement sans mandat. Partez de ce que Webb nous a montré et suivez le fil sans vous arrêter. Webb a trouvé des galaxies que la chronologie standard ne peut pas expliquer. Cette chronologie fonctionne avec lambda CDM. Lambda CDM dépend d'une constante cosmologique que les 6 millions de galaxies de DESI montrent ne pas être constante. Une constante qui dérive signifie que l'énergie du vide est dynamique. La théorie quantique des champs prédit que l'énergie du vide devrait être 120 ordres de grandeur plus grande que ce que nous mesurons. La plus grande prédiction ratée de l'histoire de la physique. Les 26 constantes sont ajustées avec une précision que le hasard ne peut pas produire dans un seul univers. Les expliquer nécessite soit un ensemble infini d'univers, qui découle de la théorie inflationnaire que nous avons acceptée pour expliquer le fond diffus cosmologique lisse, soit une théorie plus profonde que personne n'a trouvée. Si l'ensemble est réel, nos constantes sont locales. Des constantes locales signifient des lois locales. Des lois locales sont cohérentes avec le principe holographique qui est cohérent avec ADS/CFT. La gravité émerge de la physique quantique sur une frontière. La gravité émergente est cohérente avec Van Ramsdonck. La connectivité de l'espace-temps est une conséquence de l'intrication quantique. Retirer l'intrication. L'espace cesse d'exister. Chaque lien tient. La chaîne se termine à une frontière. La limite de ce que la physique peut actuellement dire. Un biologiste étudie le comportement des poissons dans un aquarium de recherche. Les observations sont correctes. Puis quelqu'un lui fait remarquer que l'aquarium est à l'intérieur d'un aquarium plus grand avec des conditions différentes qui influencent ce que les poissons font. Tout ce qui est observé est exact. Ce n'est simplement pas toute l'histoire. Nous sommes le biologiste. Notre univers observable est l'aquarium intérieur. Webb est le premier instrument assez sensible pour remarquer que certains des poissons se comportent de manière que la chimie de l'aquarium intérieur ne peut pas expliquer. Voici ce qui se trouve à cette frontière. Un univers qui semble fonctionner avec des lois universelles qui s'avèrent être locales. Un espace-temps qui semble fondamental, mais émerge de relations quantiques qui ne vivent pas elles-mêmes dans l'espace. Et à l'intérieur de tout cela, sur une planète, dans une galaxie, dans une bulle, quelque chose qui remarque. Quelque chose qui construit un télescope de 10 milliards de dollars et le pointe vers le commencement du temps, et trouve que le commencement ne correspond pas au modèle. Je ne sais pas ce que cela signifie que l'univers a produit quelque chose, capable de remarquer qu'il ne comprend pas l'univers. Ce que je sais est que la question que Webb a ouverte ne concerne pas les galaxies, elle concerne quel genre de chose est l'univers. Et ce que nous faisons maintenant que nous avons assez vu pour savoir que la réponse n'est pas celle que nous attendions. En 1543, Copernic publia un livre argumentant que la Terre tourne autour du Soleil. La résistance était la reconnaissance qu'accepter l'héliocentrisme signifiait accepter quelque chose de plus grand, que la Terre n'était pas spéciale, que notre emplacement n'était pas privilégié. Chaque fois que cette réalisation s'est répétée, ce qui a suivi était une nouvelle science qui n'aurait pas pu être construite sur l'ancienne hypothèse. Première étape, Copernic, en 1543. La Terre bouge. Ce qui suivit,
la mécanique newtonienne. La première description mathématique de l'univers. Deuxième étape, Hubble en 1924. La Voie lactée est une galaxie parmi environ 2000 milliards. Ce qui suivit, l'univers en expansion, le Big Bang, toute l'architecture de la cosmologie moderne. Troisième étape, le principe cosmologique. Nous n'occupons aucun emplacement préféré. Ce qui suivit, lambda c dm. 30 ans de cosmologie de précision. La quatrième étape se produit maintenant. Nos lois ne sont pas universelles. Elles sont locales. Chaque fois que vous zoomez en arrière sur une carte, votre maison devient plus petite. Non pas parce que la maison a changé, mais parce que vous pouvez maintenant voir dans quoi elle se trouve. Vous vivez le quatrième zoom. Et à ce grossissement, l'univers lui-même est la maison. Dans quoi elle se trouve est la question que le zoom a ouverte. Que produira l'étape 4 ? De la même manière que les 3 étapes précédentes produisirent la mécanique newtonienne et le spectre de puissance du fond diffus cosmologique. Le patron n'est pas accidentel. Chaque fois que la physique a reconnu que notre position était moins centrale, ce qui a suivi était une expansion de ce qui pouvait être compris. Les données ont forcé les 3 étapes précédentes, et les données forçant l'étape 4 sont déjà arrivées. Nous ne sommes pas avant la révolution, inconscients qu'une arrive. Nous sommes à l'intérieur de l'incertitude, avec assez de compréhension pour voir la forme du problème clairement et pas assez pour voir la forme de la réponse. Le télescope regarde encore. Les données arrivent encore. Et le silence, là où la réponse devrait être, devient plus fort, pas plus silencieux. Chaque résultat individuel a des explications alternatives en isolation. L'accumulation a une forme. Et cette forme n'est pas la forme d'un univers lambda CDM en bonne santé. Nous vivons la période entre le moment où l'ancienne réponse est reconnue comme insuffisante et le moment où la nouvelle réponse arrivera. L'histoire suggère que quand les anomalies sont réelles et que les données expérimentales sont assez précises, la résolution arrive finalement. Elle tend à arriver dans une forme que personne n'avait exactement prédite. Et elle tend à faire que le paysage théorique précédent ressemble, rétrospectivement, à une approximation de quelque chose de plus riche. Ce n'est pas notre univers. 4 mots prononcés par l'homme qui a certifié les fondations. 4 mots que personne n'a réfutés. Non pas parce qu'il a tort, mais parce que les données lui donnent raison d'une manière que personne ne sait encore comment formuler. Le télescope est encore en train de regarder. Les anomalies s'accumulent, et quelque part dans ces données, dans la forme de ce qui ne correspond pas, se trouve le contour de ce qui viendra ensuite. Un enquêteur d'accident aérien constate que le moteur est tombé en panne, les instruments sont tombés en panne et la radio est tombée en panne, tous indépendamment lors du même vol. 3 pannes ne pointent pas vers 3 problèmes séparés. Elles pointent vers les conditions dans lesquelles l'avion opérait. Les anomalies sont 3 pannes lors d'un même vol. L'environnement qu'elles partagent est un modèle cosmologique étendu au-delà de la portée dans laquelle il a jamais été testé. La convergence est plus difficile à rejeter que n'importe quelle anomalie individuelle. Une seule galaxie brisant l'univers est intéressante. Une douzaine est un patron. Le modèle standard de la cosmologie décrit un univers avec une précision extraordinaire. Mais il le décrit de l'intérieur. Chaque mesure que nous avons jamais faite, chaque galaxie, chaque photon, chaque oscillation acoustique est à l'intérieur d'une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, et nous avons extrapolé ces mesures locales à tout l'univers, y compris les régions que la lumière n'a jamais eu le temps de traverser depuis le Big Bang. Lambda CDM fonctionne magnifiquement à l'intérieur de notre sphère observable. Mais l'hypothèse que les lois mesurées ici s'appliquent partout n'est pas une prédiction du modèle. C'est un prérequis que le modèle ne peut pas fonctionner sans. Et les données de Webb,
de DAISY, de la tension de Hubble et du Grand Mur sont toutes en train de tester exactement ce prérequis. Et toutes trouvent qu'il est insuffisant à différents endroits, de différentes manières, avec différents instruments. 4 tests. 4 résultats pointant dans la même direction, vers la conclusion que nos lois sont locales et que ce que nous appelions des lois universelles n'étaient peut-être que les règles de cette adresse particulière dans le paysage cosmique. C'est là où nous sommes, non pas devant une réponse, mais devant la meilleure question que la physique ait jamais formulée. Et le fait que nous ne puissions pas encore y répondre n'est pas un échec. C'est le signe que nous avons enfin posé la bonne question. L'histoire de la physique montre que les périodes les plus productives ne sont pas celles où tout s'emboîte confortablement. Ce sont celles où les données refusent de correspondre à la théorie et où le domaine est forcé de repenser ses hypothèses les plus fondamentales. C'est exactement là où nous sommes. Les instruments sont en avance sur les idées, les données sont propres, les anomalies sont persistantes. Et le silence dans lequel la réponse devrait être est le silence le plus productif de l'histoire de la cosmologie. Nous ne pouvons pas encore le voir clairement, mais nous le sentons. Dans les nombres qui n'atterrissent pas là où ils devraient, dans les galaxies qui n'auraient pas dû être là, dans le silence des cosmologistes qui savent que quelque chose d'énorme est en train de changer sous leurs pieds. La maison n'a pas bougé, mais le sol sur lequel elle repose n'est plus aussi solide qu'il semblait. Et la question de ce qui se trouve en dessous est devenue impossible à ignorer.